Bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs, tous les mercredis à 12h30 en direct sur Décideur TV. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions durant l'émission via le chat à côté de cette vidéo. Et si vous posez une question en étant connecté à votre compte Décideur TV, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort lors de l'émission de la semaine prochaine pour gagner le téléphone des décideurs offert par notre partenaire Invoxia. Que voilà! C'est du jamais vu en France. D'après les chiffres de l'INSEE qui remontent pourtant à 1975, un quart des jeunes actifs qui ont entre 15 et 24 ans sont au chômage. C'est déprimant. Eh bien, le message qu'on va leur adresser aujourd'hui, c'est ne cherchez plus un emploi, mais créez-le vous-même en montant votre boîte. Et suivez l'exemple de nos deux invités du jour qui ont entrepris alors qu'ils étaient encore étudiants et qui n'ont jamais eu de CDI dans leur vie pour le moment. Non. Romain Sarels, bonjour. Bonjour. 28 ans, cofondateur en 2007 de Pubeco, le leader de la dématérialisation de l'information commerciale de proximité. En gros, vous avez supprimé les prospectus papier de nos boîtes aux lettres pour les mettre à disposition sur Internet. Et donc ceux qui souhaitent peuvent commander le petit autocollant « Non merci, la pub je la lis sur Pubeco ». Voilà, le message est passé. 30 salariés, une croissance à 3 chiffres, enfin un grand succès. Maxence de Vaugelard, oui. Bonjour. Bonjour. Cofondateur vous aussi en 2008 de 3D Duo, une game agency dans le Nord, un studio de développement de jeux vidéo en français. Alors vous ne faites pas des jeux vidéo pour console, mais des jeux ludiques et promotionnels pour des entreprises, ce qu'on appelle des serious games, et également des jeux de divertissement dématérialisés pour des applications Facebook, tablettes, mobile. Tout à fait. Et vous aussi, croissance à 3 chiffres et une vingtaine de salariés. Exactement. Et je rappelle également que nous avons un plateau 100% nordiste, puisque vous venez tous les deux du Nord, vous de Orchy, capitale de la chicorée. Voilà. Je voudrais commencer cette émission par une anecdote, justement, Romain, qui illustre très bien, je trouve, le thème de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première demande de prêt auprès d'un banquier ? En fait, c'était ma deuxième parce que la première, j'en ai faite pour mes études en prêt étudiant. Là, c'est pour et ça s'est passé relativement bien, donc j'étais très optimiste quand j'ai créé mon entreprise. Je suis arrivé avec un joli business plan, enfin tout ce qu'on pouvait m'apprendre à l'école ou sur des sites internet. Ouais. Et le banquier m'a dit non. Je suis ressorti de là, j'ai croisé le directeur d'agence qui m'a dit, mais puisque je le connaissais par le monde associatif étudiant, mais qui m'a dit mais pourquoi vous êtes là, tout va bien? J'ai dit bah non, on vient de me refuser un prêt. Il m'a dit mais vous avez dit quoi? J'ai dit bah j'ai dit que j'avais besoin d'un prêt création d'entreprise. Il m'a dit non, vous êtes trompé, revenez demain, me demandez un prêt étudiant, vous dites que vous avez besoin de prolonger vos études ou autre, et ça passera. Et c'est comme ça que j'ai eu sans problème un prêt quelques semaines après. Voilà. Motif, prolongement des études. Et vous avez eu l'argent. Je rappelle aujourd'hui que vous avez levé plus d'1 million d'euros. Et donc, je le répète, vous avez créé votre entreprise quand vous étiez encore étudiant à l'ESCP Europe. C'est ça. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on décide de créer son entreprise alors qu'on n'a pas encore fini sa formation? Ouais, c'était pendant mon année de césure. En fait, je m'ennuyais un peu en stage. Comme je le rêvais ou comme je le voyais, plutôt en finance. Et pendant ce temps-là, j'avais mon cousin, en fait, qui est aujourd'hui mon associé, qui avait créé son entreprise, mais qui avait un peu de mal à la faire connaître, puisqu'il était la partie très technique. Et en discutant, ça a réveillé un peu toute ma volonté de faire. Donc j'ai quitté Londres, direction Orchy, 8500 habitants, donc le décalage était quand même assez fort. Et avec Yannick, on a réfléchi à dans quoi se lancer. Donc après avoir fait un peu de SS2I, on a lancé Pubeco quelques mois après. Alors Maxence, vous aussi, votre histoire est plutôt jolie. Votre boîte, c'est un peu l'aboutissement d'un rêve. C'est-à-dire que vous avez adoré les jeux vidéo, pas en tant que joueur, mais en tant que créateur. Ouais. Et donc, vous avez décidé de vivre votre passion à fond et de créer une boîte dans cet univers. Tout à fait, ouais. En fait, pendant mon école d'ingénieur, j'ai créé avec un certain nombre de personnes sur Internet que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, que j'avais rencontré sur des forums, un jeu en ligne multijoueur qui s'appelait Ideo. Et donc ce jeu, on l'a fait un petit peu pour se faire plaisir au départ. Et puis le jour où on a lancé le jeu, en 3 heures, il y avait 2000 inscrits, ça a cessé de monter, on a eu 40 000 inscrits au bout de 6 mois. Et on s'est vraiment laissé un peu surprendre par le succès. Et donc c'est vrai que ces 4 années d'études sont passées. En dernière année, je me suis dit, c'est quand même une belle expérience, c'est quand même une bonne chose et ce serait vraiment pas mal de faire la même chose mais de manière plus professionnelle avec une vraie équipe, des vrais budgets
des vrais jeux et puis pour faire tout simplement générer du cash parce qu'on sait que sur ces modèles, voilà, ça peut être très rémunérateur. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure 3D Duo avec quand même une petite spécificité, et vous l'avez dit tout à l'heure sur la présentation, c'est une partie prestat de service pour assurer quand même un certain cash flow au départ. Et puis pas commencer directement avec un projet de développement d'un gros jeu qui va pomper de la trésorerie et qui va rien ramener en parallèle. Alors, première année, 5 personnes. Deuxième année, gros succès, 20 personnes. Croissance exponentielle. Et là, la boîte connaît une grosse difficulté avec un développement d'un jeu phare. Et là, vous avez appris la leçon, finalement, ça vous a servi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce passage Oui, bah en fait, on a en 2008 créé. En 2009, on a fait une levée de fonds, été 2009, avec Newfund, donc, qui est un fonds d'investissement parisien. Suite à cette levée de fonds, on a effectivement recruté 15 personnes parce que c'est le nombre de personnes qu'on avait besoin pour développer notre projet de jeu massivement multijoueur. On a tout simplement développé le jeu pendant 1 an et demi. On a sorti le jeu, donc énorme communication, on a été relayé dans Le Monde, on a eu la visite de Frédéric Mitterrand pour annoncer le crédit d'impôt jeux vidéo, on a fait des couvertures de tous les canards gratuits. Grosse communication, gros afflux de joueurs sur le jeu, donc le succès pointait son nez. Il a tellement pointé son nez que ça a cramé nos serveurs, donc physiquement nos serveurs ont cramé chez nos hébergeurs, ce qui a provoqué un blackout de 3 semaines sur le jeu, et après c'était l'été, les joueurs n'étaient plus là. Donc on a attendu septembre pour relancer la communication, les joueurs sont arrivés, et en fait l'effet de mode était un peu passé. Donc malheureusement, on a dû prendre des décisions rapides parce que le jeu nous faisait quand même sortir pas mal de trésors tous les mois. Et donc on a décidé de faire un licenciement économique de 10 personnes, une partie de l'équipe, et de se reconcentrer sur l'activité de prestation de service pour se renforcer. Et mon associé a décidé de quitter le navire à ce moment-là. Voilà, ça a beaucoup tangué, mais je rappelle que là, voilà, vous êtes toujours en vie et vous refusez enfin pas refusez, mais en tout cas vous avez beaucoup de demandes de clients encore actuellement. Est-ce que cette question de l'expérience, elle est primordiale quand on est étudiant? J'imagine qu'on doit souvent vous la poser, qu'il faut savoir s'entourer au début. L'erreur de jeunesse, comme on dit souvent. Quand on démarre, on sait pas grand-chose. Moi, j'avais aussi l'expérience d'association, donc j'ai cru franchement que l'association et l'entreprise, c'était à peu près la même chose. En plus, monde associatif, on entraide pas mal. Et en fait, non. C'est beaucoup plus dur quand à la fin du mois, il faut payer les salariés. Je ne vais pas faire la liste de toutes les obligations de l'entrepreneur, mais en France, elles sont peut-être même un peu plus nombreuses qu'ailleurs. Et moi, ce qui m'a sauvé, permis à 2-3 fois d'éviter, parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai failli pas savoir payer les URSSAF ou autre, pas pour un problème de développement de l'entreprise, mais problème de trésorerie. Et c'est des choses dans lesquelles, quand on est dans l'opérationnel, on n'y pense pas. Et moi, c'est des réseaux comme le réseau Entreprendre, c'est le Mouvie, c'est tous ces réseaux-là qui m'ont appris à faire des tableaux de bord, à s'entourer. Et à chaque fois que j'avais un problème, à un moment donné, j'avais toujours quelqu'un pour m'aider, parce que l'expérience, effectivement, on l'a pas. Donc, si on compte sur soi, on est mal barré. On a une question de Badge. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat sur cette vidéo. Les banques vous accordent-elles des prêts facilement? Alors, j'imagine que c'est maintenant. On a entendu la première anecdote au tout début. Est-ce que maintenant, est-ce que vous avez une crédibilité auprès des… Vous avez levé des fonds, donc il y a une partie de la réponse, mais auprès des banquiers, est-ce que ça… Très honnêtement, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un peu compliqué en ce moment. Maintenant, moi, je suis en plein dans cette phase, donc je peux en parler en toute connaissance de cause. Comme on a des projets de développement, on a effectivement relevé des fonds, mais pas auprès de capitaux risqueurs, vraiment sur un esprit bancaire. On a pris une partie à Oseo, une partie à la Chambre de commerce qui faisait une opération spéciale. Et il fallait un 3e cofinanceur qui était un cofinancement bancaire. Donc il y avait déjà 2 cofinanceurs, il y avait une garantie d'Oseo chez la banque. Et malgré tout, ils le font, ils viennent, mais ils demandent des garanties perso. Donc voilà, après c'est un choix du dirigeant, soit ils ne souhaitent pas. Moi c'est ce que je leur dis souvent, j'ai créé à la sortie des études, je suis locataire. J'ai pas de plan d'épargne, j'ai pas d'action. Si vous voulez, je peux être garantie perso, mais vous n'aurez pas grand-chose à me prendre à la sortie s'il y a un problème. C'est une question, l'argent, comment est-ce qu'on fait? J'imagine que c'est ce que beaucoup d'étudiants se demandent. Comment est-ce qu'on fait pour créer une boîte quand on est étudiant, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent? Comment est-ce que vous avez fait, Romain, par exemple? On fait avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas.
beaucoup d'énergie. Ouais. En fonction des écoles ou autres, on peut rencontrer beaucoup de personnes. Et je pense qu'il y a tous ces atouts de la jeunesse et je m'en rends compte aujourd'hui finalement. Si je devais relancer demain, je devrais m'y prendre totalement différemment parce que quand on est étudiant, on va peut-être pas faire une étude de marché qu'on va payer quelques milliers d'euros. Mais on va prendre son téléphone et on va appeler et puis on va dire qu'on fait un stage. Moi, j'ai rencontré plein de monde en leur disant que je faisais une étude sur le thème de Pubéco, mais je leur disais pas que je faisais l'entreprise. Il y a plein de prix étudiants dont on pense pas. Ouais, et il y a franchement, le Muji notamment, réseau. Alors il y a ces prix-là, mais il y a aussi les réductions étudiantes auxquelles je pensais typiquement. Ah oui, aussi. La carte 12-25, Ouais. elle aide beaucoup pour les déplacements. Enfin pareil, tout ce qui est ces choses-là, on n'a pas forcément le même niveau de vie et d'exigence. Donc les hôtels, j'ai dû prendre mon premier hôtel au bout de 3 ou 4 ans de boîte, parce que sinon je dormais chez des copains, dans le salon, et c'est pas un problème, avec un ordinateur et une connexion internet, normalement on s'en sort. Maxence, l'argent, vous aussi, Ouais, vous avez débuté très avec honnêtement, combien? ça va peut-être paraître bizarre et un peu provocateur ce que je vais dire, Ouais. mais c'est plus compliqué de trouver de l'argent maintenant, au bout de 5 ans de boîte, qu'au démarrage. Au démarrage, il y a la banque qui prête plus facilement parce qu'Oseo les cautionne plus, tout simplement parce que la boîte a moins de 5 ans. Il y a effectivement ce dont mon collègue a parlé tout à l'heure, Réseau Entreprendre, Lille Métropole. Nous, à Lille, on a Lille Métropole Innovation, qui sont en fait des espèces de plateformes d'initiative, des réseaux qui, en plus d'accompagner pendant un certain temps, prêtent de l'argent, font des prêts d'honneur. Étudiant, donc c'est plus facile de décrocher des aides comme Et ça. de toute façon, ces aides-là, on ne peut les décrocher que quand on est en démarrage, en fait. C'est ça. Et après, ils n'interviennent plus parce qu'ils n'ont plus rien à apporter. Et après, effectivement, il y a les prêts étudiants. Nous, on a eu un certain nombre de prix. À chaque fois, il y a des petits chèques à prendre. Alors, ça va de 500 € à 8 000 €. Et nous, on a gagné un prix au départ à la création. On a eu 8 000 €. Ça a permis de les mettre en capital. Après, on peut aller chercher la famille aussi. Moi, je sais que pour créer, avoir un capital raisonnable et surtout, comme j'avais une vue, une perspective de levée de fonds, je savais qu'il fallait que j'ai quand même un certain poids en capital. J'ai pris un peu d'argent à la famille aussi en disant je vous rembourserai dans X années quand j'aurai récupéré. Bon voilà, ça pose pas trop de problème tant que c'est pas des sommes démesurées. Et au démarrage, nous on a commencé avec 200 000 € sans que je mette quasiment rien de ma poche en fait. C'est pas négligeable. Donc c'est comme ça qu'on a pu payer 5 personnes pendant un an. Moi c'était 40 000 € je crois au début. 40 000 €. On n'a pas tout mis en capital après, mais on a eu un capital de 60 000 € et puis après le reste c'était sur le compte et ça a permis de payer des gens, d'avancer pendant un an, de se payer un petit peu aussi parce qu'il y a un moment quand on a fait 1 an et demi d'incubation et qu'on a mangé des pâtes pendant 1 an et demi, c'est bien quand même de commencer à se payer un peu et de prendre l'habitude. Et d'ailleurs les réseaux nous forcent à le faire. Ils disent même si c'est 400 € par mois, 500 €, faites-le. Prenez l'habitude de vous payer pour pas trop truquer vos résultats, pour pas trop partir dans une mauvaise dynamique. Justement, on a là une question de Marie qui nous demande, avez-vous été incubé au sein de vos écoles? Oui, non, moi c'était pas l'école, c'était l'incubateur de l'université, parce que c'était un incubateur universitaire. Et oui, effectivement. Pas d'incubation, Romain? Il n'y avait pas d'incubateur à ce moment-là qui a été créé depuis, donc maintenant j'aurais pu. Mais... vous me disiez au tout début en préparant cette émission, la question de la crédibilité, c'est-à-dire qu'au début quand on est jeune, il faut prendre date auprès des personnes qu'on rencontre. Oui, moi, et ça c'est avec un peu de recul, quand j'étais jeune, je supportais pas les non ou les reviens plus tard. Et en fait, j'ai compris finalement que j'avais tout intérêt à le faire de plus en plus, quitte à essuyer des refus. Ou alors, le pire, c'est pas un non finalement, c'est le plus tard, parce qu'on sait jamais à quel moment c'est. Mais résultat, quand on croise les gens 1 an, 2 ans, 3 ans après, avec la même idée, avec un parcours, c'est ce que je dis toujours, avec le cuir un peu usé, tout de suite on est beaucoup plus crédible. Et typiquement, tout à l'heure on parlait des banques, c'est le cas pour les banques. On a fait, après la levée de fonds, un tour pour solliciter des banques, mais la banque qui nous suit depuis le début, elle nous connaît, elle voit la manière dont on gère, donc elle peut suivre. Et c'est aussi naturel que ce soit la famille qui cautionne le plus au démarrage parce que c'est des gens qui savent ce qu'on a fait et ce qu'on a envie de le faire. Donc ça, je pense que la crédibilité, c'est ce qu'il y a de plus dur à obtenir. Mais si on s'y prend suffisamment tôt, et c'est pour ça que moi je dis, le jour où vous avez une idée, dites je vais créer ma boîte. Parce que ça, tout le monde peut le dire. Par contre, le jour où vous allez créer votre boîte, déjà vous aurez fait un premier filtre et il y a des gens qui vous aideront plus facilement. Pour rebondir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et pour ajouter, je dirais même, quand on a une idée, qu'on dit je vais créer ma boîte, si on se dit mais je vais réfléchir un peu, je vais avant faire ça, je me laisse 6 mois, ça c'est tous les gens qui m'ont dit ça dans mon entourage n'ont jamais créé. Je pense qu'il faut être un peu fou et je pense aussi que c'est le fait d'être étudiant
et pas forcément se rendre compte. Plus insouciant, voilà, plus naïf, entre plus insouciant, de pas forcément se rendre compte qu'on se dit allez, je me jette à l'eau, j'ai rien à perdre, j'ai pas de famille, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfants à nourrir, je suis encore chez mes parents ou alors j'ai un appart pas trop cher et je peux m'en sortir avec mes économies. Et je pense que c'est ça qui fait que voilà, on peut y aller et qu'on n'a pas trop de risques à y aller. Aujourd'hui, moi j'aurais plus de mal en ayant une femme, des enfants, un boulot bien payé, à dire j'arrête tout, je prends les acédiques pendant 1 an et je crée ma boîte, j'aurais plus de mal. Alors Skywalker nous demande, pour toutes les problématiques juridiques et RH dont vous parliez, avez-vous fait appel à des avis d'experts? Alors, savoir s'entourer, ça aussi c'est, j'imagine, très important quand on se lance jeune. Pour ces problématiques très précises qui impliquent la nécessité d'un tiers, c'est bien d'être conseillé par des gens de manière bénévole, mais ça a assez vite ses limites. Et moi, c'est sûr que tout ce qui est juridique, la compta, de toute façon, on est obligé d'avoir comptable et CAC, mais payer, c'est bon, même si c'est pas beaucoup, payer, ça permet d'avoir beaucoup plus de garanties, parce que le conseil de l'ami avocat entre 2h et 3h du matin pendant une soirée, c'est bien, ça vous permet d'être crédible face à l'avocat et qui va vous faire le juste prix, mais ça l'engage pas, ça n'engage pas sa responsabilité. Donc je pense que c'est quand même important de payer ces choses-là. Très bien. Question de Julien, est-il difficile, toujours sur la même thématique, est-il difficile de convaincre des seniors à rejoindre vos effectifs? Non, je pense que c'est comme les banquiers. Vous en avez pris un en direction commerciale. C'est comme les banquiers, c'est comme les réseaux au départ. C'est finalement la même conviction. Avant tout, c'est pas convaincre ces personnes-là, c'est avoir la conviction de notre projet est bon, qu'on y croit et qu'on va tout dépoter. Et ces gens-là, après, ils suivent finalement s'ils y croient. Moi, mon directeur commercial, il est arrivé et pendant 1 an, il a bossé que à la performance. Donc, il ne prenait pas de salaire fixe et il disait voilà, je prends juste un variable plus important que si un jour tu me donnes un salaire fixe. C'est le projet qui l'a motivé? Voilà, le projet l'a motivé. Je pense que ma motivation l'a motivé aussi. Et il s'est dit, voilà, moi j'y crois. Je sais que si je rentre maintenant dans la boîte, je peux avoir un poste de pilier dans quelques années, peut-être même prendre une participation. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il est actionnaire. Il est l'un des piliers de la boîte. Et il fait à lui tout seul 50 ou 60% du chiffre d'affaires. Romain, vous avez une anecdote par rapport à ça justement, en rendez-vous commercial avec un senior que vous avez recruté? Oui, en fait, moi c'est quelqu'un que j'ai rencontré par des réseaux locaux qui m'a d'abord accompagné et quand lors d'un rendez-vous, à la fin du rendez-vous, où je le laissais dérouler grosso modo l'argumentaire, on lui a demandé si j'étais le stagiaire. Là, je me suis dit qu'en fait cette anecdote-là, l'entendre et la vivre, c'est pas la même chose. Et finalement, le fait que ce soit lui qui me présente en tant que cofondateur de la boîte, ça m'a tout de suite donné une beaucoup plus forte crédibilité que soit... c'est un peu comme le vu à la télé, quoi. Vu à la télé ou dit par un expert qui est là dans le marché depuis 25 ans, ça a un effet complètement différent. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à se dire sur 1 ou 2 compétences clés qu'on n'a pas forcément, et le commercial, je pense que c'est un sujet sur lequel ça revient souvent, voilà, quelqu'un qui dit ça fait 25 ans qu'on fait ça ensemble, c'est plus facile pour lui de vendre que le petit jeune qui arrive et qui dit je vais révolutionner le monde. Est-ce que c'est pas trop difficile à gérer une personne qui pourrait, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui pourrait avoir l'âge de votre père par exemple? Est-ce que en termes de management, c'est quelque chose qui vous... Moi honnêtement, c'était une crainte au départ, clairement, parce que moi quand j'ai créé la boîte, j'avais 22 ans, mon équipe elle a 25 ans de moyenne d'âge maintenant, aujourd'hui, donc il y a 5 ans, elle avait 20 ans de moyenne d'âge. Et c'est clair que prendre une personne de plus de 30 ans, je me disais il va y avoir un décalage, ça ne va pas bien se passer. Et en fait, pas du tout. Voilà, il s'est très bien intégré. Il y a beaucoup de respect aussi vis-à-vis du cofondateur, même s'il est plus jeune, c'est pas le petit jeune à qui j'apprends les choses. C'est beaucoup de respect parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit moi, je te respecte parce que tu as créé ta boîte, tu as pris des risques, tu as recruté des gens, tu as monté quelque chose. Et il me respecte pour ça. Effectivement, aujourd'hui, quand c'est lui qui représente la boîte en quelque sorte, quand il y a des meetings, des choses comme ça. Mais quand il y a des conférences ou des émissions, des choses un peu pointues vraiment sur la genèse de la société et vraiment ou des aspects plus financiers, voilà, il se dit mais là c'est le fondateur qu'il vous faut. Moi, je peux pas vous répondre. Mon job s'arrête là. C'est la crédibilité qui. Et ça, voilà, je trouve que ce respect, il est bien, il est sain. Moi, pour l'anecdote, c'est un senior qui avait bien plus de 30 ans, puisqu'il avait plus de 50 ans et j'en avais 24-25, donc à peu près l'âge, rapport père-fils, je dirais. Le respect est important. Après, savoir ce que chacun
connaître ses limites et s'appuyer sur les points forts. Et c'est vraiment ce qui permet d'avancer. Après, effectivement, dans notre cadre, il y a le président et le directeur commercial. Je ne vais pas amender un devis à sa place et il ne va pas prendre la parole. Et ça, que ce soit quelqu'un de 25 ou 50 ans, on peut se retrouver dans le même problème, quoi. Question de Steve. Si vous aviez la possibilité de revenir en arrière, est-ce que vous choisiriez de commencer par une expérience de salarié en entreprise avant de vous lancer? Oh là là. Non, pas du tout. Non? Pas du tout, parce qu'effectivement, au départ, on peut se dire l'expérience manque. Mais moi, je pense que là, en 5 ans, j'ai appris 4 ou 5 fois plus que ce que j'aurais appris en 5 ans de collaborateur, de salariat dans une entreprise. Et je ne regrette pas du tout. Et je pense qu'en plus, c'est 2 fois plus excitant que ce qu'on peut vivre en tant que salarié. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas, oui, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Mais voilà, moi, mon credo, c'est de me dire, quand il y a une phase un peu descendante, c'est qu'il va y avoir une phase montante derrière. Ouais. Et ça, c'est l'optimisme d'entrepreneur. Exactement. Et voilà. Et moi, je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Pour rien au monde, je retournerai, j'irai, parce que j'y suis jamais allé. Pour rien au monde, j'irai là-dedans, sauf si la vie fait que mon opinion change sur la question. Alors là, on a une question qui est très intéressante pour quelqu'un qui veut se lancer. En cas d'échec, pensez-vous que l'expérience est bonne à vendre? Est-ce que les recruteurs, si on rate sa boîte, est-ce qu'on peut bien se revendre auprès des recruteurs? Moi, j'ai failli le faire parce que, je l'ai fait en fait. Donc, j'ai lancé 2006-2007 pendant l'année de césure. J'étais diplômé 2009 et à ce moment-là, on ne se payait pas encore, c'était compliqué, on n'avait pas levé de fonds et j'ai fait la tournée des recruteurs potentiels. Je me suis pris, je ne citerai pas par qui, mais un grand cabinet de conseil. Vous avez créé votre boîte, vous avez un problème avec l'autorité. Je suis revenu c'est intéressant. Et pourtant, eux, ils avaient écrit sur leur site « Nous cherchons des profils entrepreneurs ». Juste les profils en fait. Et ça, je pense que l'expérience, elle est bonne à vendre. Après, tout dépend de la manière dont on la vend. Et franchement, je ne suis pas sûr que je me serais embauché. Si pendant 3 ou 4 ans, vous avez mis une énergie considérable dans une création d'entreprise, vous arrivez à 25 ans, vous donnez peut-être l'impression de tout savoir. Et il y a un âge, et c'est peut-être encore maintenant, il y a un âge où on sait ce qu'on a fait, on a fait peut-être beaucoup plus, mais voilà, moi je me rends compte que 99% des gens qui ont plus de 40 ans ont toujours quelque chose à m'apprendre, quel que soit le secteur, parce qu'ils en ont plus vu. Donc elle est bonne à vendre, elle est bonne à valoriser, mais si vous êtes allé trop loin, je pense qu'à un moment donné, en France, on ne peut pas faire marche arrière. Bat nous demande, est-ce que c'était votre première tentative de création de boîte? Oui, enfin pour moi oui, personnellement. C'est la première et pas la dernière, je pense. Moi, en fait, j'ai rejoint Yannick qui avait créé une SS2I et ça vivotait. On avait lancé 2-3 projets qui ne fonctionnaient pas et on l'a utilisé comme incubation un peu pour Pubeco. Donc la première a été fermée, donc c'est la deuxième. Je reviens sur une question de Margot qui nous demandait comment se sont passés vos tours de table pour la levée de fonds. Racontez-nous, parce que ça aussi c'est une question que se posent des personnes qui sont peut-être dans cette phase. Comment est-ce que ça s'est passé, le roadshow comme on dit? Franchement, c'est une super expérience. Moi j'ai adoré en tout cas. Par contre, très honnêtement, quand je le dis aux gens, on me rigole un petit peu au nez, mais pour moi c'est un job à temps plein pendant 6 mois, 1 an quasiment. Et c'est super intéressant parce qu'on voit tout. Et c'est intéressant au contraire parce qu'on a des gens, on voit tout, on a des gens qui vont énormément accrocher au projet et on va se sentir le roi du monde. Et puis le rendez-vous d'après, on a des gens qui vont rien comprendre ou alors se dire mais c'est complètement naze et qui vont nous claquer la porte. Et moi, je me faisais des sessions où j'avais 4 ou 5 rendez-vous sur Paris, notamment parce que le gros des fonds est quand même sur Paris, où je présentais des choses et c'était vraiment l'ascenseur émotionnel, quoi. On était très haut, le rendez-vous d'après on était très bas. Et puis voilà, après il y a un moment, ça match pas, on continue les dossiers avec ceux qu'on sent. C'est beaucoup de feeling aussi finalement. On continue les dossiers avec ceux qu'on sent. Et ce qui revient un peu toujours, c'est voilà, le projet c'est une chose, c'est bien, c'est important, la façon dont c'est construit, les finances, le compte de résultat, les prévisionnels. Mais finalement, ce qui nous importe, c'est l'entrepreneur et c'est sa capacité à driver le truc. C'est ce qu'on disait la semaine dernière pour ceux qui regardaient Startup justement sur la levée de fonds. C'est ce que Patrick Rebin et Marc Rouget disaient. L'équipe avant le projet. La tête. Et ça voilà, c'est ce qui s'est passé. Nous, au final, voilà, on avait rencontré une vingtaine de fonds
On en a 5 qui voulaient rentrer. Donc c'est quand même plutôt beau. On a pu se payer le luxe de choisir. Et j'ai choisi un fonds donc Newfound, qui n'avait pas fait la meilleure proposition financière, mais qui revendiquait un accompagnement actif des entrepreneurs. Et voilà, je ne regrette pas du tout mon choix aujourd'hui parce que voilà, je suis accompagné pour le coup là par un senior qui a eu pas mal d'expérience et qui me fait grandir 5 fois plus vite que la normale. Alors, il reste 5 minutes avant l'émission, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Votre expérience juste en 2-3 mots sur la levée de fonds, désolé. Non mais en 2 mots, on retrouve un peu ce qu'a dit Maxence avec le point qui est quand même clair, qu'il faut se faire accompagner parce que on ne parle pas de la même manière à des fonds qu'on parle à des banquiers, qu'on parle à… Moi c'était la famille avant parce qu'on a fait 4 tours de table familiaux de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi de tout de l'autre côté. Enfin, il y a des fonds qui ont un objectif parce qu'ils doivent absolument faire de l'innovation. Il y en a qui veulent faire du régional, il y en a qui veulent faire telle chose. Et donc, moi, je dirais que ça s'est globalement bien passé parce que, encore une fois, j'étais formidablement accompagné pour ce projet-là. Et j'étais pas en première ligne, j'étais bien derrière. Et la deuxième chose qui est claire, c'est qu'il faut, je dirais, oui, savoir ce qu'on veut de l'autre côté, parce qu'il y a des fonds qui vont vouloir la grande histoire. Et donc, je rejoins l'équipe, mais je dirais d'abord, il y a le secteur, parce qu'il y a des secteurs qui intéresseront jamais les fonds, il faut le savoir. Ensuite, c'est l'équipe avant le projet. Bat nous demande, est-ce que vous prenez des fois des vacances, l'abandon temporaire du smartphone? Moi, je me rends compte que 25 jours de vacances par an en France, en fait, c'est énorme. Je me rends compte que c'est énorme. Moi, j'en prends une dizaine par an. Est-ce que c'est un travail finalement? Enfin, le travail au sens pénible du terme, est-ce que votre boîte, c'est pas finalement une passion Moi, je suis malheureux quand je suis en vacances. Ah ouais? Ouais, alors moi, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup évolué et grâce notamment à ma femme qui m'a fait prendre conscience de choses, c'est faire un break, revenir reposer. Et en fait, moi, mes associés, il y en a un qui avait déjà 3 enfants quand il a créé la boîte, l'autre avait une 50aine d'années. Et oui, je suis celui aujourd'hui qui en prend le moins. C'est en train de changer dans le sens où je commence à en prendre. Là, ça tout juste marié d'ailleurs. Hein. Oui, tout juste marié, mais ça fait 2 ans. Je n'ai pas pris de vacances depuis 1 an et demi, mais là, je vais prendre 5 jours parce qu'au bout d'un moment, on est plus serein. Et ça, je pense que c'est quand même important. L'équilibre perso-pro, il est aussi pour les entrepreneurs. Alors, on va faire tourner les questions. Les fonds ont-ils un autre rôle que financier? C'est ce qu'on commençait à dire. Il y a l'accompagnement aussi. Pas tous, et ça, il faut le savoir. Enfin, moi, il y a des sujets techniques sur le business où un fonds me félicitait en me disant c'est génial, nous on savait très bien que c'était une opportunité, un gros risque. Et puis d'autres fonds qui nous disaient attention, faites gaffe. Et après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez le fonds qui est un peu dormant, qui ne va pas vous embêter et qui a que l'argent, ou nous aussi on a choisi Isaïe, fonds d'entrepreneur. Et c'est vraiment ce qu'on voulait parce que si je voulais juste de l'argent, j'avais d'autres moyens qu'un fonds d'investissement. Laurent nous demande, dans la Silicon Valley, on dit qu'il faut vivre un échec avant de connaître la réelle réussite. Qu'en pensez-vous? Ce qu'on disait au début de l'émission, vous avez connu des hauts et des bas. Je pense que finalement, c'est vrai que nous, l'échec, je ne vais pas parler d'échec parce qu'on n'a pas fermé la boîte, mais en tout cas, la petite phase de mou qu'on a eue fin 2010, elle nous a beaucoup servi parce qu'elle nous a permis de prendre du recul, de faire un point sur le marché, de se diversifier sur d'autres supports, les tablettes, les mobiles, Facebook, où il y avait des vrais enjeux, de se spécialiser aussi sur des secteurs parce que finalement on se rendait compte que sur la Presta on était un petit peu fourre-tout, on répondait un peu à tout. Et on s'est dit voilà, sur l'animation il y a un vrai truc à faire, le transmédia c'est le mot de demain. Et aujourd'hui on est vraiment spécialisé sur l'adaptation de séries d'animation, de dessins animés en jeux vidéo. On est une vraie référence là-dessus en France. Alors justement, vous me coupez ma transition. Justement, j'allais vous demander l'actualité là pour finir cette émission de vos entreprises. Vous, c'est quoi le… nous, c'est ça, une croissance exponentielle. On travaille de plus en plus avec les télévisions, avec les boîtes de production, d'animation, de films, de dessins animés pour adapter ça en transmédia, donc sur Facebook, sur mobile, tablette. On a un gros marché sur les kids, donc sur les très jeunes, de 6 ans sur tablette. Là, je pense vraiment que c'est le marché de demain. Et un gros marché sur la femme aussi. La femme est devenue la joueuse majoritaire sur Facebook et les mobiles. Et donc, ça a du sens parce qu'on a les enfants d'un côté, on a la femme qui va télécharger des applis pour les enfants, donc on peut aussi faire des applis pour elle. Et donc, finalement, on a une thématique famille qui ressort pas mal et qui est assez intéressant. Et dernièrement, à ce sujet, on est en train de racheter une société qui éditait le site Allo Famille, qui est l'un des sites de référence sur la famille. Bon, très bien. Un secteur très porteur et une société qui se porte à merveille. Romain, un petit mot aussi de Publico.
Toujours plus d'utilisateurs et de gens qui collent leur autocollant. Combien de visiteurs uniques par mois? Je crois que c'est on est à plus de 3 millions de 3 visiteurs, millions, ouais. près d'1 million d'abonnés et de gens qui collent les autocollants. Donc aujourd'hui, c'est les mairies, on est en train d'en distribuer de plus en plus par tous les canaux dans toute la France. Et comment est-ce qu'on fait pour les avoir? On va sur Pubeco et on peut les recevoir gratuitement en s'inscrivant sur Pubeco. Et de l'autre côté, c'est la partie business, le développement, le déploiement d'une force de vente locale. Et donc aujourd'hui, tous les magasins qui n'ont pas encore été sollicités par Pubeco vont le devenir. Et l'international peut-être, mais ça c'est à plus long terme j'imagine. On commence par la France, mais effectivement on n'est pas très loin de la Belgique. Donc l'international c'est chez les ch'tis quelque chose d'inné. Très bien, un chiffre juste pour finir cette émission, 9%, c'est le pourcentage d'entrepreneurs qui ont créé leur entreprise en moins de 25 ans en 2012. J'espère qu'il va grossir avec les témoignages que vous venez de transmettre. Merci beaucoup messieurs. Merci. Bon vent à vos startups. Rendez-vous la semaine prochaine, exceptionnellement à midi pile pour Startup. Nous parlerons d'une tendance en plein essor, la consommation collaborative, avec notamment Marion Carrette de Ziloc et le patron de Airbnb France. Bon appétit, bonne journée ensoleillée et très bonne semaine.